Je vais vous traiter du discours et de l'écriture, deux langages à pratiquer différemment. Alors voici le schéma général de ce dont je vais parler. Je vais d'abord parler de la vocation d'appel du discours, en parallèle à la vocation de dépassement de l'écrit. Ensuite des structures fractales dans le discours et des structures fractales dans l'écriture. Ensuite de la prédiction orale et de la rétrodiction écrite. Je rappellerai les notions de symbole et d'archétype et leur projection dans le discours et dans l'écriture. Je dirai quelques mots du pouvoir de l'énigme, qui est le moteur de la communication. Je comparerai sommairement la pensée occidentale et la pensée chinoise, les rites et les rituels dans le discours et dans l'écriture, et quelques conseils pour terminer. Alors, je rappellerai, avant d'entrer dans le vif du sujet, que ce n'est que tardivement que la pensée se transforme et se véhicule ensuite en mots. L'inconscient fonctionne par image. Le préconscient émerge en mots isolés qui expriment ces images, et ce n'est que plus tardivement, ce tardif, ça s'exprime quelquefois en dixièmes de seconde, mais enfin la pensée va infiniment plus vite que le langage. Ce n'est que tardivement que la perception est surinvestie en formulation prétendue logique ou vraie. Je dis prétendue parce que dans l'inconscient, il y a une toute autre logique et une toute autre vérité que celle qui apparaît au niveau du conscient. Le langage, à l'état de veille, a peine à reproduire la richesse émergente de l'imaginaire, parce que cette émergence se fait d'une manière radicalement autre que celle du discours. Je rappellerai également que tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Autrement dit, dès que nous conceptualisons quelque chose, nous lui donnons un nom. Ce nom, ça peut être une périphrase, ça peut être un nom nouveau, ça peut être l'adaptation d'un nom ancien, mais chaque fois qu'il existe un nom dans notre langue, cela veut dire que le concept existe, que nous l'avons reconnu, que l'objet, si c'est un objet, existe. Si il y a des mots qui manquent dans une langue, on s'en aperçoit quand on fait une traduction, cela veut dire que ce concept-là n'existe pas dans la langue, ça veut dire que là, il y a un appauvrissement par rapport à l'autre langue, ou une lacune, ou une perte, parce que quelquefois le mot existait et s'est perdu parce qu'il n'a plus été utilisé. Alors je dirais que fondamentalement, l'écrit s'oppose à la langue parlée, j'appellerais le discours, et que la vocation de la langue parlée, c'est une vocation d'appel, c'est-à-dire d'appeler l'attention sur quelque chose, alors que la vocation de la langue écrite, elle est absolument tout autre. La vocation de l'écrit, c'est de dépasser la pensée de manière à se projeter et à projeter vers les autres quelque chose qui aura une vie propre. Alors que le discours, c'est, si vous voulez, on le saisit avec une certaine saveur. Or, saveur et savoir ont la même racine. Autrement dit, dans les discours, c'est pour cela qu'on vient écouter des conférences comme celle d'Ergonia, c'est parce qu'on trouve une saveur différente que celle que l'on éprouve, une sensation différente que celle qu'on éprouve en lisant un texte. Alors un discours, c'est véritablement un mantra, c'est-à-dire au fil du discours, vous reconnaîtrez, surtout si vous réécoutez le discours après l'avoir enregistré, que certains mots reviennent avec les mêmes intonations prononcées par le même conférencier. Autrement dit, cet effet de répétition, c'est l'effet du mantra, c'est l'effet de remettre la personne toujours dans le même état de manière à renforcer l'action. Alors ce mantra, évidemment, c'est celui qui parle qui le fait, alors que lorsque vous lisez un texte, si vous le lisez à haute voix vous-même, vous le transformez en mantra, mais la plupart du temps, vous le faites simplement une lecture mentale, une lecture non à haute voix, et à ce moment-là, c'est l'effet mandala du discours écrit qui compte et non pas l'effet mantra. Mais comme je vous l'avais dit lorsque j'avais traité des mandalas, mantra et mandala sont intimement liés. Alors ce mantra contient des charges qui sont des charges inapparentes, c'est-à-dire des archétypes,
et des archétypes, des émotions. Un discours vous émeut, et des charges symboliques. Alors les émotions, elles sont différentes. Si les archétypes sont communs à toute l'humanité, et sont même au-delà des cultures, les symboles, eux, sont restreints à des cultures. Nous comprenons certains symboles parce que nous sommes dans une certaine culture. Et les émotions, elles, nous les vivons par rapport à nos propres émotions intérieures. Vous voyez, il y a une gradation.